Donc, bonjour et bienvenue à tous. Je suis Frédéric Ledan de l'agence Haddock. Alors, vous êtes peut-être surpris de m'entendre parler de l'agence Haddock parce que depuis le 1er janvier, le comité régional du tourisme en tant qu'association n'existe plus. Ces missions ont été fusionnées avec les missions de l'agence Haddock qui assure la promotion d'autres secteurs d'activité, le vin, l'agroalimentaire, etc. Donc, pas de changement pour nous, je vous rassure tout de suite. Simplement, on a donc fusionné avec l'agence Haddock et dorénavant, on communiquera sous le nom de Haddock Attractivité Développement Occitanie. Donc voilà, soyez pas surpris si je parle d'Haddock et si vous voyez un logo derrière moi qui a changé. Et Baptiste vient de s'adapter, d'ailleurs, il l'a changé aussi sur sa présentation. Alors, Baptiste Beauchard, donc, juriste chez JD2M, et je laisserai se présenter. C'est lui qui va donc animer le webinaire. Moi, je serai le modérateur. Donc, vous l'avez compris, on est en mode webinaire, ça veut dire que vos caméras et micros sont éteints. Vous pouvez utiliser le fil de discussion pour discuter entre vous si vous voulez, mais enfin surtout pour nous poser des questions. Et donc, de temps en temps, je poserai les questions qui sont dans le fil de discussion à Baptiste qui répondra oralement. Alors, pas forcément au moment où les questions vont arriver, mais on va essayer de les regrouper. Et on va essayer surtout de faire en sorte de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. On est ensemble pour 1 heure, on va dire, jusqu'à 11h30 à peu près. Et puis donc on traite du sujet aujourd'hui sur la loi Lemeur. Donc c'est Baptiste qui va vous l'expliquer. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, hein. Cette loi, elle a plusieurs aspects. Il y a des changements au niveau du rôle des communes, des copropriétés, des changements qui impliquent aussi votre performance énergétique, et puis bien sûr des changements sur votre fiscalité. Donc il va vous détailler tout ça. Et je lui laisse du coup maintenant la parole. À toi, Baptiste. Merci beaucoup Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi donc d'être avec vous pour ce webinaire qui va porter vraiment sur la loi Le Meur, donc au sein duquel on va parler bien des nouvelles obligations réglementaires ou du moins des changements qui ont affecté les diverses obligations réglementaires et déclaratives des loueurs de courte durée. On fera un très bref détour par la fiscalité, mais uniquement vraiment sous l'angle de ce qui a changé avec la loi Le Meur. Frédéric vous en parlera mieux que moi. On a prévu un second webinaire qui interviendra d'ici une bonne dizaine de jours et qui cette fois-ci se concentrera vraiment sur tous les aspects fiscaux, loi Le Meur ou pas. Donc là, vraiment, l'aspect fiscal au sein de ce webinaire sera beaucoup moins important que dans le prochain. Je vais, juste avant de partager mon écran, je vous dis juste un petit mot sur JD2M. JD2M, donc, c'est une société qui s'est donné pour but eh bien, à la fois de fiabiliser et de simplifier la déclaration des revenus des loueurs en meublé, quelle que soit leur activité, à partir du moment où elles rentrent dans le champ de la location meublée. On est basé évidemment en France, à Paris. On existe depuis 2012 et moi, je travaille au sein de cette société depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi. Je vais donc tout de suite vous partager mon écran pour qu'on puisse commencer la présentation. Alors, hop, Frédéric, si tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran Oui, ça marche. et que tout défile bien. C'est parfait. Parfait. Donc, comme vous l'a dit Frédéric, on va évidemment profiter de ce webinaire, certes, pour vous présenter ces changements qui sont maintenant un petit peu anciens, mais on le sait que la loi Le Meur, il y a toujours en fait, cette loi Le Meur, elle est tout le temps un petit peu active parce qu'en réalité, la loi Le Meur, à part dans certaines descriptions, elle n'impose rien d'elle-même, elle diversifie simplement un arsenal dont les communes peuvent se servir. Donc évidemment, parfois, l'utilisation des nouvelles mesures de la loi Le Meur par les communes peut évidemment arriver des mois, voire des années plus tard. Donc c'est pour ça quand même que c'est bien d'être au courant pour savoir ce qu'il faut vérifier dans les mois ou les années qui viennent si vous n'êtes pas déjà concerné par des changements qui ont été apportés par la loi Le Meur. Le but évidemment de ce webinaire, c'est de répondre au plus de questions possibles. Frédéric prendra le temps de m'en poser quelques-unes. Je prendrai aussi le temps de répondre aux questions à l'issue de ce webinaire. Bien évidemment, il se peut qu'on n'ait pas le temps de répondre à toutes les questions, que certaines questions demandent en fait un petit peu plus de précision sur votre situation personnelle pour qu'on puisse y apporter une réponse précise. Dans ce cas-là, n'hésitez pas notamment à nous contacter à l'adresse contact@jedéclaremonblé.com et là, nos conseillers spécialisés pourront justement vous demander toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous apporter les meilleures réponses possibles. Vous pouvez évidemment nous contacter par mail. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet et directement trouver notre numéro de téléphone, nous contacter par téléphone ou encore mieux, utiliser un onglet de prise de rendez-vous afin d'être sûr que vous puissiez échanger en fait avec nos conseillers dans les meilleures conditions et au moment où ça vous arrange le plus. Autre point, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va beaucoup parler plutôt de la loi Le Meur, donc plutôt d'obligations réglementaires. On parlera d'ici quelques jours beaucoup plus de fiscalité.
Mais si vous souhaitez retrouver toutes ces informations-là sur un seul et même support, vous pouvez également, idéalement, par exemple en utilisant ce QR code, vous rendre sur le site de JD2M et télécharger gratuitement, évidemment, notre guide sur la location saisonnière. Et dedans, vous retrouverez vraiment tous les aspects liés à la location de courte durée, donc que ce soit réglementaires ou fiscaux. Pardon. Sans plus attendre, maintenant commençons. On a donc une présentation en 5 points et puis les questions-réponses à l'issue. On va premièrement parler des nouvelles restrictions de mise en location qui ont été rendues possibles par la loi Le Meur et qui peuvent être mises en place progressivement par les communes ou les mairies. On va parler des changements qui affectent la procédure d'enregistrement. On va bien évidemment parler des exigences de DPE en location de courte durée, des questions d'exercice d'une activité de location de courte durée en copropriété, parce que vous avez certainement entendu parler des changements que la loi Le Meur apportait dans ce cadre-là. On fera un petit détour, comme je vous le disais, ce sera notre seul point à fiscalité sur ce que la loi Le Meur a changé pour le régime microbique pour les revenus qui ont été perçus en 2025, donc l'année dernière et ceux des années suivantes, puisque ça n'a pas changé depuis. Et on en arrivera ensuite au moment des questions-réponses. Du côté donc des restrictions de mise en location, qu'est-ce qu'il faut surveiller depuis l'entrée en vigueur de cette loi Le Meur, puisque comme je vous le disais il y a quelques minutes, eh bien en réalité la loi Le Meur n'impose rien, n'a pas imposé de mesures généralisées pour réglementer la location de courte durée, elle a simplement diversifié en fait un arsenal qui est mis à la disposition des maires et des communes. Et donc, eh bien, c'est cela qu'il faut garder à l'esprit, parce que peut-être que la commune dans laquelle vous avez un bien en location n'a pour l'instant pas du tout utilisé cet arsenal. Ça ne garantit pas forcément qu'elle ne l'utilisera pas dans le futur. Donc, c'est vraiment des points d'attention sur lesquels, eh bien, il faut être un petit peu vigilant au cas où des changements interviennent dans les mois ou les années qui viennent. Première chose, on va commencer avec les résidences principales. Vous êtes peut-être quelques-uns, quelques-unes à louer également ou même uniquement votre résidence principale quelques jours dans l'année quand vous ne vous y trouvez pas. La, la réglementation initiale est qu'une résidence principale peut être louée 120 jours par an en totalité. Pourquoi 120 jours par an? Tout simplement parce que d'un point de vue fiscal, la résidence principale, c'est le lieu dans lequel on réside 8 mois par an. Donc si on compte les 4 mois restants, ça fait 4 fois 30 jours, ça fait 120. Or, la loi Le Meur permet maintenant aux maires des communes de limiter cette durée à 90 jours. Il faut donc être vigilant à ce niveau-là, potentiellement que si vous avez l'habitude de louer votre résidence principale en totalité, si votre commune abaisse la limite à 90 jours, évidemment, il faudra vous y conformer, puisque sinon, vous risquez notamment des amendes administratives. Par contre, si vous louez votre résidence principale uniquement en partie, dans ce cas-là, puisque quand on loue en partie, on continue d'habiter dans le bien, dans ce cas-là, eh bien, vous n'avez pas de limite de location, donc vous pouvez toute l'année louer une chambre, par exemple, en location de courte durée. C'est d'ailleurs aussi possible de louer une chambre en location de longue durée, mais je vais laisser ce cas de côté puisqu'on se concentre évidemment sur la location saisonnière. Pour ce qui est des chambres d'hôtes, c'est souvent une question qui revient sur, bah oui, mais quand on est une chambre d'hôte, comment ça se passe? Vous le savez, sur le papier, une chambre d'hôte, à ne pas confondre avec une chambre chez l'habitant, une des obligations pour avoir une activité de chambre d'hôte, c'est de se trouver sur place. Donc, dans ce cas-là, évidemment, puisque de toute façon, vous résidez sur place en même temps, finalement, que vos locataires saisonniers, que vos vacanciers, que vos hôtes, eh bien, dans ce cas-là, vous n'êtes pas concerné par cette limite. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Ça, c'est donc ce qu'il faut surveiller quand on loue une résidence principale. Pour l'intégralité des loueurs, gardez à l'esprit que maintenant, les communes ont la possibilité de fixer des quotas de meublés de tourisme dans certaines zones géographiques pour préserver un équilibre dans l'offre de location. C'est des quotas qui ne sont pas forcément mis en place et quand ils sont mis en place, peuvent évoluer d'une année sur l'autre. Si vous êtes concerné, votre principal interlocuteur dans ce cas-là, ça va être la commune, éventuellement la mairie qui est censée avoir des informations sur le sujet. Et donc, ça peut notamment affecter, si vous faites des demandes de changement d'usage, eh bien, ça peut affecter votre possibilité d'en obtenir ou de pouvoir eh bien, exercer une activité de location de courte durée. C'est vraiment pas mis en place partout. Et il faut savoir que ces mesures ne sont pas forcément mises en place sur l'intégralité du territoire de la commune. Parfois, la commune peut simplement décider de mettre en place ces mesures sur certaines aires géographiques. Ça demande donc un peu de vigilance. Ça demande généralement, comme je vous le disais, de vous rapprocher en fait des autorités compétentes pour avoir ces informations-là. Parfois, elles se trouvent sur Internet, parfois non. Ça dépend un petit peu eh bien, de si la commune a un site Internet très fonctionnel, très alimenté ou pas. Mais encore une fois, il faut être vigilant.
Pour ce qui va être maintenant à surveiller si vous voulez plutôt investir dans le futur en location de courte durée, de la même manière que les communes peuvent fixer des quotas dans certaines zones géographiques, elles ont aussi, grâce à la loi Le Meur maintenant, la possibilité de délimiter des zones dans lesquelles les constructions nouvelles devront obligatoirement être à usage de résidence principale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on va construire de nouvelles habitations dans certaines zones, ou bien ce sera pour la résidence principale du propriétaire, ce qu'on appelle un propriétaire occupant, ou bien on pourra quand même les louer, mais dans ce cas-là, il faudra que ce soit de la location de longue durée, qu'elle soit meublée ou vide, puisque en cas de location de longue durée, eh bien, le logement devient la résidence principale du locataire. Donc pareil, si vous avez des projets d'investissement, vérifiez bien que la zone dans laquelle vous comptez investir n'est pas concernée par une mesure de restriction à ce niveau-là, sinon ça pourrait quand même remettre largement en cause la viabilité de l'opération. Du côté de la procédure d'enregistrement maintenant. Cette procédure d'enregistrement, vous l'avez certainement déjà croisée. Auparavant, il existait deux procédures d'enregistrement, ce qu'on appelle aussi des procédures de déclaration de mise en location d'un meublé de tourisme. La première était appelée finalement la déclaration simple. Alors, ce n'est pas son vrai nom, c'est un petit peu un abus de langage, mais c'est pour la distinguer de la seconde qui s'appelle la déclaration préalable soumise à enregistrement. La déclaration simple, tout simplement, c'était pour permettre à la mairie de recenser l'offre de location touristique sur son territoire. Généralement, c'était possible de la faire en ligne et ça concernait eh bien, toutes les locations, sauf les résidences principales qui étaient louées en totalité ou en partie et qui étaient dispensées eh bien, de réaliser une telle déclaration. La déclaration préalable soumise à enregistrement, c'était pour tous les biens mis en location de courte durée, que ce soit des résidences principales ou non, et qui étaient situés sur des communes qui appliquent la réglementation sur le changement d'usage. Dans ce cas, la procédure se faisait aussi souvent en ligne, mais sa particularité, c'était qu'elle débouchait sur en fait l'obtention d'un numéro d'enregistrement qui devait obligatoirement figurer sur toutes les annonces de mise en location. Finalement, notamment au moment, de l'élaboration de la loi Le Meur, on a pu se rendre compte que ces déclarations, eh bien, comme elles étaient faites au niveau de la mairie, au niveau des communes, ça pouvait parfois un petit peu être un frein au fait d'avoir un panorama global de l'état de la location touristique en France. Donc ce que la loi Le Meur a prévu maintenant, c'est tout simplement d'uniformiser cette procédure. Globalement, auparavant, comme je vous le disais, vous deviez vous poser 2 questions en réalité pour savoir quelle déclaration faire. C'était: «Est-ce que mon bien est situé sur le territoire d'une commune qui applique la réglementation sur le changement d'usage?» Si la réponse est oui, il fallait faire une autorisation préalable soumise à enregistrement, quelle que soit la situation. Si la réponse est non, ça dépendait de si le bien était votre résidence principale. Si c'était oui, vous n'avez rien à faire, sinon vous deviez faire une déclaration simple. Comme je vous le disais maintenant, la loi Le Meur a prévu d'uniformiser tout cela. Donc d'ici mai 2026, toutes les mairies devront permettre en fait l'accès à un téléservice national de déclaration. Donc on approche bientôt de la date butoir. En fait, ce national de déclaration, il faudra y passer maintenant quand on met en location un meublé de tourisme. Globalement, maintenant, tous les meublés de tourisme vont recevoir un numéro d'enregistrement qu'il faudra obligatoirement faire figurer sur toutes les annonces de millions en location, quel que soit le biais que vous utilisez, plateforme, agence, office de tourisme ou autre. Il faudra bien que le numéro figure dessus, encore une fois, sinon sous peine d'amende. Alors, selon la commune dans laquelle vous habitez, le service est peut-être ou pas encore, mais sera bientôt en vigueur. Donc, évidemment, il faudra vous montrer vigilant. Mais normalement, d'ici le printemps 2026, maintenant, le numéro d'enregistrement sera obligatoire pour tout le monde. On passe maintenant à la question du DPE. Alors, il faut savoir que le DPE en location, que ce soit meublé ou vide d'ailleurs, c'est quelque chose qui est revenu sur le devant de la scène à l'occasion de la loi climat et résilience de 2021. Plus particulièrement pour les meublés, il y a eu des précisions qui ont été faites avec un décret de 2023. En principe, ces textes ne visaient que la location meublée ou même la location globale de longue durée. Donc, il n'y avait pas d'exigence particulière pour la location de courte durée. La loi Le Meur, elle est venue apporter des changements là-dessus. Mais ces changements ne sont pas exactement les mêmes que pour la location meublée de longue durée, du moins d'ici 2034. Pourquoi? Parce que la loi climat et résilience et le décret 2023 prévoient pour la location de longue durée un calendrier d'interdiction progressif. Vous avez certainement entendu parler de l'interdiction de mise en location des logements classés G au 1er janvier 2025. On a ensuite les logements classés F en 2028 et les E en 2034. Ce qui veut dire qu'à partir du 1er janvier 2034, il faudra avoir un DPE D
ou meilleur, donc A, B ou C. Ça, c'est pour la longue durée. Pour la courte durée, en fait, la loi Le Meur a prévu que les exigences pour la courte durée soient alignées sur celles de la longue durée, mais uniquement à partir du 1er janvier 2034. Ce qui veut dire qu'au 1er janvier 2034, pour faire de la location de courte durée, il faudra également avoir un DPE D ou meilleur, mais que d'ici 2034, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de mise d'interdiction progressive, donc, vous pouvez continuer à louer sur la courte durée un logement classé G d'ici 2034 ou classé F d'ailleurs. Donc, il y a encore, à partir d'aujourd'hui, à peu près 8 ans pour voir venir. Alors, bien évidemment, les choses peuvent changer d'ici 2034, mais ça, on n'a pas de boule de cristal, donc il faut savoir que c'est ce qui est prévu pour l'instant. Pas d'obligation particulière sur le DPE jusqu'au 1er janvier 2034. À partir du 1er janvier 2034, il faudra un DPE D ou mieux. Il y a quand même par contre un effet de la loi Le Meur, et là qui s'applique sur tout le territoire, c'est pour l'autorisation de changement d'usage. Maintenant, toute nouvelle autorisation de changement d'usage ne sera acceptée que s'il y a un DPE au moins supérieur à E, donc on enlève les classes F et les classes G qui, en principe, ne peuvent plus obtenir d'autorisation de changement d'usage, même d'ici 2034. Ça, pour le coup, cette obligation-là, elle est en vigueur depuis l'entrée en vigueur de la loi Le Meur, donc ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an. Alors ensuite, évidemment, comme je vous le disais, vous avez le temps encore, vous avez 8 ans, donc pour éventuellement prévoir des travaux de rénovation énergétique ou autres, mais gardez bien à l'esprit qu'il y a quand même, en principe, sous réserve de changement ultérieur, une date butoir pour un DPED au 1er janvier 2034 pour continuer votre activité. Sur la question des chambres d'hôtes, parce que c'est vrai que la loi Le Meur parle de meublé de tourisme, ce n'est pas précisé, donc on pourrait partir du principe que les chambres d'hôtes ne sont pas concernées, mais il y a justement un point qui a été soulevé sur ce sujet-là, évidemment chez les parlementaires, donc on pourrait d'ailleurs d'ici 2034 avoir des précisions sur le sort qui est réservé aux chambres d'hôtes qui ont toujours une situation très particulière, puisque notamment les loueurs vivent aussi dedans, que ce soit la totalité ou une partie de l'année. Donc il y a une différence à ce niveau-là. Mais donc pour l'instant, la prudence est évidemment de mise pour les chambres d'hôtes. Pour les autres, c'est assez clair, sous réserve qu'on a des changements dans les années qui viennent. Dernier point vraiment aussi réglementaire, c'est celui de la copropriété. Alors, Je vous le rappelle. Oui, Peut-être ce serait le moment de faire un petit point question. bien sûr. Alors, sur le DPE qu'on vient de voir, là, j'ai pas de questions dans le film. Par contre, sur la partie précédente, en particulier sur l'enregistrement à partir du Mhm. 20 mai, j'ai Philippe, par exemple, qui demande s'il doit refaire l'enregistrement, sachant que bah, il est déjà enregistré, peut-être déjà classé aussi. Donc, comment ça se passe concrètement, en fait? Alors, ça, c'est une excellente question parce que la loi Le Meur n'a pas précisé le sort de ceux qui étaient déjà enregistrés. Est-ce qu'ils doivent se réenregistrer ou pas? Donc là-dessus, on n'a pas de réponse officielle. Vous savez, quand une loi est mise en place, il y a souvent un peu une période qu'on peut dire de test où finalement on va commencer à régler les questions pratiques à ce moment-là parce que les rédacteurs de la loi n'y ont pas forcément pensé ou comme ce n'est pas précis, on ne sait pas. Le conseil que j'aurais quand même envie de donner, c'est vous êtes déjà enregistré, mieux vaut le faire, parce qu'en fait, ça vous demandera juste de refaire très rapidement la procédure, hein. La procédure, je pense que vous y êtes déjà passé, c'est un formulaire à remplir. Donc moi, j'aurais tendance à vous conseiller de vous réenregistrer, mais la loi ne le précise pas. Donc après, chacun peut le faire. De toute façon, comme c'est les mairies qui peuvent éventuellement décider des sanctions, ce sera aussi possible d'expliquer votre cas à la mairie en disant, bah oui, mais j'ai été déjà enregistré. Mais dans ce cas-là, moi, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, j'aurais tendance à vous conseiller de refaire l'enregistrement et d'obtenir votre numéro quand ce sera disponible dans votre commune, même si, encore une fois, la loi ne précise pas le sort de ceux qui sont déjà enregistrés ou pas. Très bien. Sur la typologie des hébergements, j'ai eu aussi quelques questions. Par exemple, Lara qui se demande quelle est la différence entre chambre chez l'habitant et chambre d'hôte, ou Gwen qui évoquait les différentes catégories d'hébergement. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de repréciser qui rentre dans le champ de cette loi Le Meur exactement? Quelles sont les catégories d'hébergement précisément qui rentrent dans le champ de la loi? Alors, les catégories d'hébergement qui rentrent dans le champ de la loi, ce sont les meublés de tourisme, sauf pour la partie fiscale où les chambres d'hôtes sont aussi touchées sur les questions de microbes.
Les meublés de tourisme, globalement, c'est tous les studios, appartements, villas ou maisons qui sont destinés à l'hébergement touristique. Donc l'hébergement touristique qui se caractérise par un hébergement à durée déterminée, à la nuitée, à la semaine ou au mois, et d'une durée ne pouvant pas excéder maximum 90 jours pour un même locataire. C'est ça les meublés de tourisme. Alors il y a tout le temps, c'est effectivement, on se demande toujours quand on loue une pièce chez soi, est-ce que ça compte comme un meublé de tourisme? Ça, en fait, c'est des questions un petit peu, c'est surtout important pour l'aspect fiscal, mais généralement, oui, finalement, la location d'une chambre chez l'habitant compte pour un meublé de tourisme. Sur la différence entre chambre chez l'habitant et chambre d'hôte, eh bien, c'est tout simplement que, en fait, la chambre d'hôte impose certaines prestations. Par exemple, et je pense que s'il y a des loueurs de chambre d'hôte, ils le savent encore mieux que moi, mais quand vous faites une chambre d'hôte, vous devez obligatoirement, par exemple, fournir le linge, fournir le petit déjeuner. Vous pouvez proposer évidemment des prestations supplémentaires, typiquement la table d'hôte. Par exemple, donc si vous louez juste une pièce de votre résidence principale, mais que vous ne proposez pas le petit déjeuner, bah, vous n'êtes pas une chambre d'hôte parce que vous n'accomplissez pas cette prestation. Donc les chambres d'hôtes, c'est vraiment un régime particulier. Évidemment, quand on fait une chambre d'hôte, on a davantage aussi de contrôles qui peuvent être faits, notamment si on propose évidemment un service de table d'hôte. Donc c'est souvent ça la différence. Il y a plus de réglementation sur les chambres d'hôtes. Il y a aussi des questions notamment de paiement des cotisations qui vont être différentes. Le calcul va être différent pour les chambres d'hôtes et pour les chambres chez l'habitant qui, elles, sont rattachées finalement au meublé de tourisme. Et le statut juridique est particulier. On parle de LMNP ou LMP. Alors, on va quand même, quand on fait de la chambre d'hôte, on va en fait quand même appartenir, parce que la chambre d'hôte, ça tombe sous le coup de la location meublée. Donc, on va notamment appartenir au statut LMNP ou LMP, sauf si on exerce par le biais d'une société, hein, ça c'est aussi possible, mais c'est un peu plus rare. Sur les statuts, alors je ne sais pas, est-ce que tu penses, Frédéric, que Bon, j'ai c'est le pas, moment de repréciser un peu les statuts ou... peut-être. Alors, j'ai pas de questions là-dessus, honnêtement, dans le fil de discussion, mais je crois que ce serait intéressant pour que ce soit vraiment bien clair dans l'esprit de tout le monde, oui. Alors, très bien. Alors, il faut savoir que ça, c'est un point que j'avais plutôt prévu d'aborder dans le deuxième Ah webinaire bah, sur ok. vraiment la fiscalité pure et dure, mais très, très brièvement. Excusez-moi. Donc, quand vous faites de la location meublée, donc toutes les activités qui sont associées à la location meublée, donc ça comprend les chambres d'hôtes. Vous allez, si vous exercez ce qu'on appelle en entreprise individuelle, donc finalement, vous n'avez pas créé de société pour exercer votre activité, vous avez deux statuts possibles, LMNP, donc loueur en meublé non professionnel, ou LMP, loueur en meublé professionnel. Ce n'est pas vous qui choisissez si vous êtes LMNP ou LMP. En fait, ça va dépendre des recettes que vous générez de votre activité de location meublée et donc encore de location meublée globale hein, cette fois-ci. Donc attention, si vous avez plusieurs biens mis en location, courte durée, longue durée, on prend tout d'un coup, et de vos autres revenus d'activité. Vous allez être LMNP ou bien lorsque vos recettes globales de location annuelle de location meublée sont inférieures à 23 000 euros. Dans ce cas-là, vous êtes automatiquement LMNP. Si vos recettes de location meublée, encore une fois, tout compris, dépassent 23 000 euros, mais qu'elles sont inférieures à vos autres revenus d'activité, donc autres revenus d'activité, c'est vos salaires, les traitements, pensions, rentes viagères, les bénéfices industriels et commerciaux, qui ne sont pas ceux issus de la location meublée, évidemment, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés, enfin, à peu près tout, sauf les revenus fonciers. Donc, si vous avez des biens en location vide, là, ce n'est pas pris en compte. Ça, c'est vos autres revenus d'activité. Si vos autres revenus d'activité sont supérieurs à vos recettes de location meublée, même si elles dépassent 23 000 euros, vous restez LMNP. Donc, le seul cas dans lequel vous êtes loueur en meublé professionnel, c'est quand vous remplissez les deux conditions, à savoir que vous avez des recettes qui sont à la fois supérieures à 23 000 euros et à la fois supérieures à vos autres revenus d'activité. La source juridique de ce principe-là, même si c'est un petit peu, ça peut être un peu obscur à première vue, c'est l'article 155 du Code général des impôts qui précise donc l'appartenance, les règles d'appartenance que je viens de vous donner à l'instant au statut LMNP et LMP. On en reparlera bien évidemment plus en détail dans le prochain webinaire. On verra justement les implications que ça peut avoir sur le plan fiscal, notamment sur le paiement des cotisations sociales. Donc n'ayez pas d'inquiétude. Et si vous avez des questions là-dessus, je vous invite vraiment à vous inscrire au webinaire qu'on fera d'ici une bonne dizaine de jours avec Frédéric. J'ai mis le lien Est-ce que d'inscription. D'ailleurs, dans le fil de discussion, vous trouvez mon message avec le lien d'inscription. Je le remettrai à la fin du webinaire. Avant de repartir du coup sur la présentation avec les copropriétés, il y avait juste deux petites questions. On revient sur l'enregistrement en fait en mairie.
Euh, Mhm. Première question, le numéro d'enregistrement, est-ce que c'est la même chose que le numéro de classement? Il ne faut pas confondre enregistrement et classement, en fait. Non, non, effectivement, tout à fait. Il ne faut pas confondre le numéro de classement. C'est vraiment ce que vous avez, ce qu'on vous délivre quand vous faites classer votre bien. Mais le classement, c'est une démarche volontaire, c'est pas obligatoire. Par contre, effectivement, une fois que vous êtes classé, vous avez également l'obligation de faire figurer le classement. Vous avez quelques obligations par rapport à ça. Mais ce n'est pas la même chose, hein. L'enregistrement, c'est vraiment la procédure qui permet simplement de déclarer le fait que vous louez un bien destiné à la location de courte durée sur le territoire d'une commune ou même, là, cette fois-ci maintenant, sur le territoire national. Donc, à ne pas confondre les deux, le numéro d'enregistrement de mémoire, c'est un numéro à 13 chiffres. Alors, je ne sais pas combien de chiffres fait le numéro de classement. Je suis désolé, je ne sais pas si c'est le même nombre. Dans ce cas-là, effectivement, la confusion est peut-être encore plus probable. Mais non, non, c'est bien un numéro spécifique, ce n'est pas le numéro de classement. Ok, oui, le classement, il y a moins de chiffres. Et donc, Et j'en profite pour oui, préciser, pardon, pour les chambres d'hôtes, c'est vrai que j'ai pas précisé. Les chambres d'hôtes, elles ont une déclaration spécifique, donc elles ne sont pas concernées par ce numéro, par le fait de faire figurer ce numéro d'enregistrement, là, ce nouveau numéro d'enregistrement. Par contre, elles ont elles-mêmes leur propre procédure de déclaration. Je pense que si on a des loueurs de chambres d'hôtes, notamment ici, ils savent qu'ils ont, eux, une procédure un peu plus particulière. Donc, ils ne sont pas concernés par le fait de faire figurer ce numéro ce nouveau numéro, enfin, qui sera plus ou moins nouveau selon où est situé votre bien. Peut-être qu'il y en a certains qui sont déjà habitués. Mais donc les chambres d'hôtes, c'est un traitement un peu particulier à ce niveau-là. et pour cet enregistrement, donc ben, justement, Sandrine posait aussi la question. On parle beaucoup des mairies. Est-ce qu'il n'y a pas un fichier national en ligne? Est-ce que ça va forcément passer par les mairies, surtout celles qui n'auront pas accès? Alors justement, en fait, normalement maintenant, les mairies sont censées être le premier, si je puis dire. C'est ce que prévoit la loi. Donc évidemment, après, là, sur comment ils le réalisent techniquement, je ne sais pas exactement. Mais en principe, en fait, maintenant, il va y avoir un téléservice déclaration nationale. Et les mairies sont censées, en fait, s'y raccorder, si je puis dire, d'ici mai 2026. Donc il y a déjà des mairies, normalement, qui s'y sont raccordées et du coup, auprès desquelles on peut passer pour faire son service. Moi, pour l'instant, c'est ce que j'ai vu. Enfin, j'ai pas vu de lien vers un téléservice national auquel on pourrait accéder directement. Visiblement, il faut passer par la mairie, comme finalement, quand on se rapprochait de sa mairie pour faire une procédure d'enregistrement ou de déclaration classique. Sauf que là, maintenant, normalement, les mairies sont censées se raccorder à ce téléservice national. Et justement, la loi Le Meur prévoit qu'elles doivent le faire d'ici mai 2026. Est-ce que toutes les mairies auront rempli cette obligation, enfin, auront permis cet accès d'ici mai 2026? Ça, c'est une vraie question. La loi là-dessus, pareil, en fait, ne fait que fixer une date butoir, ne règle pas les aspects techniques. Donc ça, après, malheureusement, je ne peux pas en dire plus sur le sujet parce que je ne sais pas comment ils ont prévu de faire si par hasard il y avait des mairies pas encore raccordées ou s'il y avait des difficultés techniques à ce niveau-là. Alors pour info, on prévoit chez Haddock un webinaire à destination des communes pour les informer, parce qu'on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ne seront même pas informés de ça. Donc vous aussi, n'hésitez pas hein, à anticiper, et puis si vous n'avez pas de nouvelles au mois de mai, d'aller voir dans votre mairie comment ça se passe et de les informer aussi. Et Euh, effectivement, le meilleur conseil en tant que juriste que moi je peux donner à ce niveau-là, c'est que si vous avez des difficultés avec la mairie, notamment si vous ne trouvez pas la procédure d'enregistrement, échangez avec eux, mais échangez avec eux par mail afin de pouvoir garder une trace écrite que vous avez bien essayé de vous conformer à vos nouvelles obligations dans les délais impartis. Comme ça, si ensuite, eh bien, on vient vous reprocher un manquement ou autre, vous pourrez bien montrer patte blanche et montrer que bah, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour essayer de vous conformer. Donc, gardez quand vous avez des échanges avec vos mairies, souvent on a le réflexe d'appeler, de se renseigner. Ça vaut le coup quand même de se faire, enfin, d'avoir au moins un échange mail pour avoir un écrit qui permet de prouver que vous avez pris eh bien, toutes les mesures, enfin, vous avez pris vos dispositions, même si vous n'avez pas pu arriver au résultat escompté. ok, alors on va reprendre le fil. Ah, je vois, Séverine, je viens de taxe de séjour. Oui, bien sûr, c'est le but. Les mairies, les offices du tourisme, donc dans les communes où la taxe de séjour est appliquée, auront bien sûr accès à l'enregistrement. Et Lara, une dernière question. Futur obligatoire en mai ne concerne pas les chambres chez l'habitant ni les chambres d'hôtes, seulement les logements entiers. Oui, c'est ça. Ça concerne uniquement les locations meublées. Baptiste, du coup, je te laisse reprendre la suite. Et puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser, mais on y reviendra plus tard sur les questions-réponses. Oui, on pourra toujours reprendre des questions ensuite sur ce sujet-là. On passe aux copropriétés. Alors, globalement, bon, le rôle de la copropriété en location de courte durée, il n'est pas nouveau, hein. En principe, il faut toujours vérifier son règlement de copropriété
pour s'assurer qu'il n'interdit pas de faire de la location saisonnière. Alors, selon l'ancienneté, si je puis dire, du règlement de copropriété, les formulations, ça peut être un petit peu particulier. On a même des formulations assez anciennes, l'interdiction de louer des chambres garnies ou des immeubles qui sont uniquement réservés, enfin, avec des clauses qu'on dit d'habitation bourgeoise. Donc ça, c'est bien évidemment de vérifier que si vous louez un bien qui est en copropriété, elle ne l'interdit pas. Bien évidemment, également, c'est important de vérifier la disponibilité des équipements partagés. Si vous avez un terrain dans la copropriété qui a une piscine, des jeux pour enfants, faites bien attention pour éviter les litiges. Eh bien, de vérifier que vos locataires saisonniers pourront évidemment utiliser ces équipements. Ça évite éventuellement les frustrations de la part de ce copropriétaire, de la part des vacanciers aussi, s'ils pensaient pouvoir l'utiliser et qu'ils ne le peuvent pas. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien penser à vérifier et à préciser. Attention également, si vous comptez installer par exemple des boîtes à clés dans les parties communes ou autres, s'il y a des installations qui demandent finalement d'être réalisées dans des parties communes, ça également, ça doit faire l'objet d'une discussion avec la copropriété. Mais tout ce que je vous dis là, globalement, ce n'est pas nouveau. Par contre, la loi Le Meur, elle a apporté trois modifications un petit peu au fonctionnement des, comment dire, des meublés de tourisme en copropriété. La première, c'est que si vous lancez une activité de location d'un meublé de tourisme, donc toute nouvelle mise en location d'un meublé de tourisme, doit faire l'objet d'un point d'information par le syndic, qui est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale. Donc attention, ça ne veut pas dire que l'Assemblée générale vote sur oui ou non, est-ce qu'on est d'accord ou pas, mais il doit y avoir un point d'information qui est prévu par le syndic. Deuxième chose, alors ça, normalement, si vous avez déjà vos activités de location, vous n'êtes pas concerné, mais les nouveaux règlements de copropriété, donc pour les nouvelles copropriétés, devront maintenant expressément préciser si la location de meublés de tourisme est autorisée ou interdite. On s'est rendu compte, la loi Le Meur, dans les rapports qui ont été faits notamment, s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de copropriétés dont le règlement, qui datait parfois de plusieurs dizaines d'années, ne le précisait pas. Donc maintenant, c'est une obligation. Tous les règlements de copropriété devront le préciser noir sur blanc pour éviter justement bien, des litiges ou des incompréhensions par la suite. Ce point doit être traité. Troisième point, qui est peut-être celui dont vous avez le plus entendu parler, c'est que la loi Le Meur permet maintenant, dans les copropriétés finalement qui n'interdisaient pas déjà la location de meublés de tourisme, bien, de voter pour interdire cette dernière. Alors ça, c'était déjà possible, mais le vote pour modifier le règlement de copropriété pour interdire la location de meublés de tourisme, en principe, c'est un vote qui doit se faire à l'unanimité. Or, on peut raisonnablement penser que s'il y a un loueur au moins de meublés de tourisme dans une copropriété, le vote n'atteindra pas l'unanimité. C'est pour ça que la loi Le Meur permet maintenant que ce vote ne se réalise qu'à la majorité des 2 tiers des voix. Mais alors là, attention, parce que quand la loi est sortie, on en a entendu beaucoup parler. Il y a plein de copropriétés qui ont lancé en fait des procédures de vote. En réalité, il faut vraiment lire toute la loi. Cette faculté d'un vote uniquement à la majorité des 2 tiers et non pas à l'unanimité pour modifier le règlement de copropriété, elle n'est possible qu'à certaines conditions. Et notamment, il faut que le règlement, donc dans sa version initiale, mentionne déjà l'interdiction d'affecter un usage commercial des lots qui ne sont pas à usage commercial. C'est uniquement au prix de cette condition et de cette mention préalable au règlement de copropriété que cette fois-ci, une modification qui vise à interdire la location de courte durée peut être adoptée à la majorité des 2 tiers des voix. On se rend compte aujourd'hui, alors un avocat spécialisé en parlerait bien mieux que moi, mais qu'il y a beaucoup de litiges qui sont nés finalement de ces votes parce que certains votes sont remis en cause. Donc, si vous êtes concerné, si par hasard vous êtes dans une copropriété qui envisage de voter cette mesure, soyez très prudent, vérifiez bien que finalement votre copropriété remplit bien les conditions pour avoir un vote entre guillemets allégé uniquement à la majorité des 2 tiers. Il faut aussi bien préciser que la loi Le Meur elle-même a dit que même dans les cas où une interdiction serait finalement votée, notamment avec cette majorité des 2 tiers, les résidences principales ne sont pas concernées. Donc, si vous louez une résidence principale dans votre copropriété, enfin, si vous louez votre résidence principale qui est en copropriété en location de courte durée, même si ensuite votre copropriété vote une modification du règlement pour interdire cette activité, vu que c'est votre résidence principale, vous pouvez quand même continuer. Ça ne touche que les résidences secondaires. Et maintenant, on va passer aux changements fiscaux, à moins peut-être, Frédéric, qu'il y a des questions sur la copropriété, une ou deux qu'on pourrait traiter maintenant avant de changer un petit peu de sujet. Alors, j'en vois pas dans le fil de discussion, donc on va continuer. Pour l'instant, n'hésitez pas, hein. Même si c'est pas sur le sujet dont parle Baptiste, vous pouvez poser toutes vos questions et on y revient plus tard. Donc, pour l'instant, tu peux continuer.
Parfait. Alors, on passe aux changements fiscaux. Alors là, pareil, ces changements fiscaux, ils ne sont pas nouveaux puisque la loi Le Meur, en fait, est entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Donc, elle s'est appliquée du point de vue fiscal à tous les revenus perçus en 2025. Pour autant, si vous êtes habitué des déclarations, hein, vous le savez, ça se fait d'une année sur l'autre. Donc, en fait, là, on arrive au printemps 2026 à la période de déclaration des revenus 2025. Et donc, ça va être la première fois finalement que vous allez éventuellement voir les conséquences de ces changements. Si vous êtes resté au régime microbique, puisque là, on va surtout parler du régime microbique, la loi Le Meur, en fait, impose, a changé des choses uniquement pour ce régime. La première chose, c'est que les plafonds du régime microbique de la location de courte durée ont été revus à la baisse. Donc, pour les meublés de tourisme non classés, ils étaient auparavant à 77 700 euros, ils sont tombés à 15 000. Pour les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes, qui sont d'un point de vue fiscal, du moins pour le fonctionnement du régime fiscal aligné avec les meublés de tourisme classés, on avait un plafond à 180 700, il est tombé à 77 700. De ce point de vue-là, ce changement, en fait, il apporte la conséquence première de ce changement, c'est qu'éventuellement, si vous dépassez les plafonds, vous allez être obligé de passer au régime réel, puisque je le rappelle, hein, le régime microbique, la seule condition pour en relever, c'est de ne pas dépasser les plafonds. Il y a une question qui revient souvent, c'est si j'ai plusieurs biens en location de manière différente, par exemple, j'ai un meublé de tourisme non classé, un meublé de tourisme classé, comment je sais si je dépasse ou pas les plafonds? La règle, c'est la suivante. Pour savoir si vous avez le droit de relever du régime microbique, vous prenez tous les biens que vous louez dans le cadre d'un type de location. Donc, par exemple, vous faites le total de vos recettes annuelles pour tous vos meublés de tourisme non classés. Il faut que ce total soit inférieur à son plafond, donc 15 000 euros. Si vous avez maintenant un meublé de tourisme non classé et un meublé de tourisme classé, pour être au microbique, il faut que votre meublé de tourisme non classé ait des recettes annuelles inférieures au plafond, donc nouveau plafond, 15 000, que votre meublé de tourisme classé ait des recettes inférieures à son nouveau plafond, 77 700, mais aussi que le total des recettes des deux soit inférieur au plafond le plus élevé, donc 77 700. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous allez devoir passer au régime réel. Alors attention en réalité, j'en dirai un tout petit peu plus sur le sujet dans quelques instants, juste après vous avoir parlé de l'abattement forfaitaire. Il y a une période de tolérance par rapport à ce dépassement des plafonds. Autre conséquence du régime microbique, l'abattement forfaitaire a diminué. Je vous le rappelle, le régime microbique, c'est un peu le régime de la simplicité déclarative. Vous déclarez simplement vos recettes annuelles dans la case correspondante du formulaire 2042 CPRO. Vous le connaissez certainement si ce n'est pas votre première année de déclaration. Et ensuite, l'administration fiscale applique un abattement qui correspond en fait à l'activité que vous menez et calcule votre imposition sur ce qui reste. Or, ces abattements, ils ont été modifiés par la loi Le Meur. Pour les meublés de tourisme non classés, on est passé de 50 à 30%. Pour les meublés de tourisme classés, les chambres d'hôtes, on est passé de 71 à 50%. Donc là, la conséquence, elle est tout à fait logique et mathématique. C'est éventuellement qu'à situation équivalente, en fait, votre imposition, elle va augmenter entre 2024 que vous aviez déclaré en 2025 et 2025 que vous déclarez en 2026, tout simplement parce que moins il y a d'abattement et plus il y a le reliquat sur lequel on calcule les impôts est important. On va justement prendre un exemple tout de suite qui va d'ailleurs nous permettre aussi d'évoquer une petite nouveauté qui est peut-être passée sous les radars et justement, je vais aussi revenir dessus. J'ai deux Comme je questions vous le disais, aussi en fait, oui, pardon, je te coupe. Sur ton écran précédent, il y avait Laura souhaitait savoir si la fiscalité s'appliquait aussi aux résidences principales. effectivement, résidence principale, en fait, quand vous louez votre résidence principale, vous tombez sous le coup de la location meublée de courte durée. Sauf si votre résidence principale, vous la louez sur la longue durée, mais je pense qu'au vu du contexte, vous la louez plutôt en courte durée. Enfin, une partie de la résidence principale en longue durée, évidemment. Et dans ce cas-là, oui, ça concerne aussi. Donc, je suppose que effectivement, cette location de résidence principale, là, elle tombe sous les meublés de tourisme non classés. Donc, effectivement, là, on a une imposition, enfin, on a un abattement qui est passé de 50 à 30% entre les revenus perçus en 2024 déclarés en 2025 et ceux perçus en 2025 qui vont être déclarés en 2026, oui. Ok. Alors, d'autres questions, il y en a plusieurs qui arrivent. Alors, Gwen, qui est une participante fidèle, avait relevé lors d'un précédent webinaire que les 77 700 euros étaient passés à 44 400 pour 2026. Et donc, est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à ça ou est-ce qu'on Alors, parle de choses différentes? je pense que. Je ne sais pas quelle est la source du 44 000. Je pense qu'il y a une confusion. On est bien à 77 700 pour les
les meublés de tourisme classés, les chambres d'hôtes, hein. Enfin, Ok, il y a pas eu, il y a pas eu de changement. On vérifie les seuils et ils ont pas changé. d'accord. Pour les zones, alors une question de Bertrand, dans les zones rurales qui ne sont pas sous tension, l'abattement fiscal de 71% serait maintenu. J'avais pas entendu parler de ça. Est-ce que c'est le cas? Ah là là, alors là, on remonte en fait. Ça vaudrait presque le coup de faire un webinaire sur l'historique des réformes successives du régime microbique sur ces 2 dernières années. Pour expliquer un peu, alors je vois d'où vient la question. En fait, la première fois qu'on a entendu parler de réforme du régime microbique, c'est la loi de finances 2024. La loi de finances 2024, en fait, elle avait mis en place un système très compliqué où en fait les plafonds et les taux d'abattement étaient déjà revus à la baisse, mais dans certains cas, les meublés de tourisme classés, les chambres d'hôtes, selon s'ils étaient situés en zone de revitalisation rurale, pouvaient conserver leur abattement, voire avoir un abattement supplémentaire. La rédaction de la loi de finances était très peu claire, ce qui fait que ça avait donné lieu, s'il y en a qui déclaraient déjà à ce moment-là, vous devez vous en souvenir, c'était donc pour la déclaration des revenus 2023 qui a eu lieu à l'été 2024, enfin au printemps 2024. Il y a une nouvelle case qui était apparue sur le formulaire déclaratif. Il y avait moyen parfois d'avoir un abattement. Donc il y avait plein d'options différentes, 92%, 100%. Ça avait été très très peu clair. Ça avait occasionné beaucoup de questions. C'est pour ça en fait que la loi Le Meur est venue un peu réaplanir tout ça. Il faut savoir que normalement, la loi Le Meur, c'est un petit peu une anomalie dans le paysage législatif qu'elle avait touché à la fiscalité. Pourquoi? Parce que normalement, la fiscalité, on la traite pendant les lois de finances. Et c'est justement en fait à cause du fait que la loi de finances 2024 avait proposé un système qui était pas clair, que l'administration fiscale avait elle-même interprété d'une certaine manière et qui mettait beaucoup de différences en fait entre pour la petite histoire, hein, lors des débats au Sénat, il y avait littéralement des sénateurs qui disaient bah, c'est un peu étrange parce que parfois on a la frontière entre deux communes ou deux zones d'une rue à l'autre, et puis entre un meublé qui est loué d'un côté de la rue et de l'autre, on va avoir des fiscalités différentes. Donc en fait, la loi Le Meur était venue aplanir tout ça. Donc toutes ces questions selon la zone, c'est plus d'actualité. C'était revenu un peu en débat lors de la loi de finances 2025, mais au final, on était resté à la loi Le Meur. Donc effectivement, je comprends tout à fait qu'il y a des questions par rapport à ça, parce que effectivement, c'est des informations qu'on a pu voir passer selon aussi potentiellement selon les contenus que vous utilisez pour vous informer s'ils ont été bien actualisés ou pas. Donc ce n'est plus d'actualité. Là, les chiffres que je vous présente, c'est vraiment les chiffres qui sont en vigueur actuellement. Mais effectivement, il y a eu une époque énormément de questionnements liés à la zone ou autre. Donc ça existait très brièvement, mais ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Alors, après, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, hein. On ne peut pas exclure que ça revienne à l'occasion d'une nouvelle loi, peut-être d'une loi de finances. Mais là, pour l'instant, ce n'est plus d'actualité. C'est question de faire varier le taux d'abattement en fonction du zonage. D'accord. Alors cet abattement, pardon, demande Laurence, il concerne les revenus 2026 ou est-ce que ça touche les revenus 2025? Alors, en fait, il est appliqué à partir des revenus 2025, donc ces revenus que vous avez perçus entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, et que vous allez donc déclarer là d'ici, je crois que c'est la date de déclaration, elle s'ouvre aux alentours d'avril, et puis vous avez jusqu'à à peu près fin mai, début juin, selon votre zone pour déclarer, mais en l'absence de changement, bah, ça vaut aussi c'est à partir de 2025, donc là, techniquement, les revenus que vous êtes en train de percevoir en 2026 sont aussi concernés par ces taux d'abattement. D'accord. Je ne comprends pas tout à fait la question de Laurence parce que Laurence, vous parlez de vente de marchandises et de prestation de services. Ça concerne la prestation de services, je suppose. Baptiste, je ne sais pas si là on considère qu'on prend tous les revenus de l'activité ou uniquement les revenus liés à la location. On est d'accord que c'est la location? Et on prend les revenus qui sont liés à la location, oui. Ok. Alors, une autre question intéressante, c'est Annabelle qui a une chambre d'hôte et un gîte. Alors, sachant que c'est le gîte qui est sous le coup de la loi Le Meur, est-ce qu'elle déclarait jusqu'à maintenant donc le chiffre d'affaires global? Est-ce qu'elle doit faire deux déclarations? Alors non, il n'y a pas de déclaration, simplement qu'éventuellement vous n'allez pas remplir en fait dans la même case du formulaire 2042 C Pro, mais il n'y a pas plus de déclarations à faire. Alors il faudrait savoir de quel régime fiscal on parle, mais si on parle du microbique, si c'est simplement des activités qui n'ont pas le même taux d'abattement, elles ne se déclarent pas dans la même case, hein. Les cases sont juste les unes au-dessus des autres, aussi simplement que ça. Mhm.
Ok. Et sinon, effectivement, si c'est des activités qui ont le même taux d'abattement, bah, dans ce cas-là, on fait le total des recettes et on déclare tout dans la même case. Très bien. Alors, je vois pas d'autres questions. Alors, si ce n'est celle de Anne, mais je suis désolé, Anne, sur la question sur les squatteurs, on n'est pas qualifié ici pour y répondre. C'est malheureusement pas tout à fait le sujet non plus. Mais je l'enregistre, votre question. N'hésitez pas à nous envoyer un mail d'ailleurs. Alors, pour aider Anne, si vous voulez aller sur le site de JDM, il y a quelques temps, et je pense qu'il doit être en ligne depuis, j'ai rédigé un article sur la question notamment de faire la différence entre le squat et l'occupation, l'occupant illégitime, parce qu'on sait que c'est une grande question en location de courte durée, le traitement différent entre si quelqu'un s'introduit de manière complètement frauduleuse ou par effraction dans une maison, et le fait des occupants qui réservent en courte durée et qui ensuite restent dans le bien. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur notre site. Vous aurez un article qui vous permettra de peut-être d'y voir, je l'espère, un petit peu plus clair, notamment sur la distinction entre ces deux situations. Très bien. Et alors, par contre, pour la question de mettre les personnes dehors, malheureusement, ça dépasse nos compétences, je crois. Alors oui, ça. Et il ne faut jamais le faire soi-même, quelle que soit la situation, hein. Alors, d'autres questions arrivent. Donc, Laurence, préciser sa question pour les non-professionnels, car pour les pros, c'est à partir des revenus 2026. Alors, il faudrait peut-être repréciser, que ce soit LMP, LMNP, on parle bien des revenus 2025 ou est-ce qu'il y a une distinction selon la catégorie? Alors la loi Le Meur ne fait pas de distinction sur l'abattement sur les nouveaux taux d'abattement du régime microbique en location de courte durée. Ok. Et sur la table d'hôte, demande Marie-Odile, est-ce qu'il y a une déclaration spécifique pour le chiffre d'affaires lié au Alors, repas? et il me semble que oui, mais alors là, on commence à s'éloigner quand même très largement de mon domaine. Mais il me semble que la table d'hôte, oui, ce n'est pas la même, comment dire, ce n'est pas la même catégorie. Et donc, effectivement, vous avez une case spécifique, mais dans ce cas-là, ce n'est pas dans le formulaire 2042 CPRO, qui est le formulaire déclaratif des revenus de location. Ça va être un autre formulaire, mais là, je serais bien en peine de vous dire lequel. Ok. On va mettre à la fin de la présentation le contact de JD2M pour répondre Bien sûr. à Anne, hein. Il y aura un lien vers le site. Et puis, on laissera 2 minutes à Baptiste d'ailleurs pour réexpliquer les différents services que peuvent vous apporter JD2M. Voilà. Exactement. Je vois pas d'autres Pour, questions. super. Bah, je vais continuer. Juste, je le précise pour les questions. Typiquement, table 2, le mieux, parce que souvent, c'est des questions ou souvent une question en appelle une autre pour mieux vous répondre. Donc, en fait, dans quelles circonstances vous êtes, quand est-ce que vous avez commencé. Le mieux dans ce cas-là, c'est effectivement d'aller par mail parce que comme ça, en fait, vous pourrez vraiment nous écrire en totalité votre situation. Et là, on pourra vraiment vous répondre ou voir peut-être là où justement, peut-être il y a une information qui n'est pas bien passée ou autre. Du coup, je poursuis. Oui, juste, Lara, je vois une dernière question. Les upsells, en fait, par exemple, dans les Livebox, dans les Lovebox, par exemple, ou toutes les prestations annexes à la location pure, est-ce que ça rentre dans le champ aussi, du coup, de cette loi? Alors, ce qu'on pa tous les Lovebox, ça c'est bah, écoutez, en principe oui. En principe oui, enfin à partir du moment où c'est lié à l'activité de meubler de tourisme, en principe oui, puisque c'est toutes les recettes générées par l'activité. Donc à partir du moment où ces recettes sont directement, liées à l'activité, oui. Mais ça vaudrait le coup, typiquement, c'est une question qui vaudrait le coup d'être précisée, notamment par mail auprès de nos conseillers pour qu'on soit sûr de la réponse à vous apporter. Très bien, merci. Ben, on reprend le fil. Comme je vous le disais, donc, bah voilà, je pense qu'on a on a eu l'occasion de se rendre compte d'une question sur l'autre, mais en fait, à une situation équivalente, bah, entre l'imposition des revenus 2024 et 2025, la conséquence de cette loi Le Meur, c'est évidemment une augmentation de l'imposition. Donc, pour rappel, hein, pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde, quand on a un meublé de tourisme non classé, bah, par exemple, pour les revenus 2024, on a droit à 50% d'abattement. Donc, si on faisait 15 000 euros de recettes, on était imposé sur 50%, la moitié, 7 500 euros. Donc l'impôt, je vous le rappelle, il se calcule sur la base du TMI et des prélèvements sociaux. Donc en 2024, si on prend un TMI à 30%, ça faisait 30% de TMI, 17,2% de prélèvements sociaux. Appliqué à 7 500 euros, ça fait 3 540 euros d'impôt. En 2025, donc là, qui vont être déclarés bientôt, on passe à 5 103. Pourquoi 5 103?
parce qu'on a plus de 30% d'abattement. Donc, notre résultat fiscal taxable, il va passer de 7 500, 50% de 15 000 à 10 500. Forcément, on a un résultat taxable plus important, donc on a un impôt plus important. Sauf que si vous regardez, vous voyez également qu'il y a autre chose qui a changé. Il y a un fameux 18,6. Ce sont les prélèvements sociaux. Et là, on se dit, ah, les prélèvements sociaux, comment ça? Ils étaient à 17,2, ils sont à 18,6. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu passer, mais c'est une nouveauté rétroactive d'ailleurs, introduite par la LFSS 2026. Souvent, on entend beaucoup parler du PLF, de la loi de finances 2026, mais il y a également chaque année une loi de financement de la sécurité sociale, la fameuse LFSS. Or, la LFSS 2026 a prévu pour une augmentation en fait de la CSG. Alors pour certaines activités, hein, pas que la location meublée évidemment. La CSG, je vous le rappelle, donc c'est la contribution sociale généralisée, c'est ce qui constitue en fait ce qu'on appelle plus globalement les prélèvements sociaux avec la CRDS, donc la contribution au remboursement de la dette sociale, et le prélèvement de solidarité. La CRDS, elle est à 0,5%, le prélèvement de solidarité à 7,5%, et la CSG, elle était auparavant à 9,2%, donc ça nous fait un total à 17,2%. Sauf que dans certains cas, maintenant, certaines activités ont eu droit à une augmentation de 1,4 points de la CSG, ce qui fait que cette CSG, elle passe de 9,2 à 10,6, ce qui fait grimper donc le montant des prélèvements sociaux de 17,2 à 18,6%. Donc maintenant, pour les revenus, pour l'imposition des revenus de location meublée, pas uniquement courte durée d'ailleurs, hein, ça marche aussi pour la longue durée, les prélèvements sociaux, ils sont passés à 18,6. C'est pour ça que ça augmente encore un petit peu plus entre les deux. On a donc déjà forcément un résultat fiscal taxable qui est plus important parce que moins d'abattements, mais on a aussi donc des prélèvements sociaux qui maintenant sont à 18,6%. C'est pour ça que vous avez des chiffres différents pour les prélèvements sociaux entre 2024 et 2025. Je reviens donc sur les cas notamment dans lesquels on passe au régime réel. Vous avez deux possibilités. Il y a, disons, de manière forcée ou de manière volontaire. Le premier cas, c'est lié donc, comme ce que je vous disais tout à l'heure, au dépassement des plafonds de recettes du régime microbique. Quand vous entendez parler du régime microbique, on vous dira, dès que vous dépassez le plafond, vous devez passer au régime réel. En réalité, comme je vous le disais, il y a une période de tolérance. L'obligation de passage au régime réel, quand on est au régime microbique, c'est uniquement si vous dépassez les plafonds pendant 2 années consécutives. Donc, par exemple, alors attention, c'est les nouveaux plafonds, ce n'est pas forcément les plafonds qui étaient en vigueur à l'époque. Donc, par exemple, si vous avez fait plus de 15 000 en location de courte durée pour un ou plusieurs meublés de tourisme non classés en 2023 et en 2024, la déclaration de revenus 2025 se fait obligatoirement au régime réel. Si vous avez dépassé en 2024 et 2025, dans ce cas-là, l'obligation de déclarer au régime réel, ça vaut pour 2026. Par contre, si vous avez dépassé en 2023, que vous n'avez pas dépassé en 2024, pas d'obligation. Si vous faites comme ça d'un an sur l'autre, c'est un peu normal, hein, comment dire, le principe, l'administration fiscale considère qu'on n'a pas toujours exactement la main sur les revenus à la virgule. Donc forcément, c'est pour ça qu'il y a une période de tolérance pour éviter que des contribuables fassent systématiquement un peu le yo-yo d'une année sur l'autre pour parfois une centaine d'euros près entre un régime ou l'autre. Donc c'est pour ça que ça ne devient obligatoire que si vous dépassez pendant 2 ans de suite. Autre possibilité, évidemment, cette fois-ci, c'est vous qui choisissez de passer au réel, même si vous ne dépassez pas les plafonds, parce que en fait, vous ne voulez pas voir votre imposition augmenter dans le cadre du régime microbique. Parfois, souvent, alors quand on se met au régime microbique, il y a deux raisons. La première, qui est souvent la plus rare, c'est parce que effectivement, selon les conditions dans lesquelles vous exercez votre activité, le microbique est plus intéressant que le réel. Ça arrive aussi, évidemment. Généralement, c'est aussi un petit peu par facilité. Donc, dans ce cas-là, que ce soit au regard en fait de la chute de l'abattement forfaitaire, enfin de la diminution de l'abattement forfaitaire, ou justement parce que cette diminution va vous permettre d'avoir une petite piqûre de rappel sur est-ce que je ne ferais pas mieux de changer de régime, sachez que vous pouvez déjà évidemment utiliser un simulateur pour le faire. Je vous redonnerai le lien, vous en avez un en accès qui est totalement gratuit sur le site de JD2M. Vous pouvez aussi y accéder avec le QR code qui est là. On vous demandera en fait le simulateur vous demandera un certain nombre d'informations et vous dira au regard de votre situation personnelle si il vaut mieux, d'un point de vue fiscal évidemment, que vous restiez au régime microbique ou que vous passiez au régime réel. Si vous souhaitez passer au régime réel, évidemment, non, il faut informer votre SIE. C'est aussi ce qui vous a été rappelé normalement, si vous vous en souvenez. Vous avez dû, en fin septembre dernier, recevoir un mail de la DGFiP qui vous expliquait un petit peu tous ces changements-là liés à la loi Le Meur, les cas dans lesquels, je vous ai déjà d'ailleurs reproduit donc un petit passage de ce mail en bas de la slide, qui vous expliquait donc tout ce que je viens de vous expliquer. Donc c'est important de le savoir. Rapprochez-vous de votre SIE.
En principe, quand on change volontairement de régime, on doit le faire à l'avance. Donc normalement, par exemple, si vous vouliez que vos revenus 2025 relèvent du régime réel et plus du régime microbique, il aurait fallu lever l'option avant fin mai 2025 et non pas attendre la veille de la déclaration d'impôt 2025 qui a lieu en 2026. Si vous avez loupé le coche, vous pouvez premièrement déjà quand même tenter de contacter votre SIE. Il arrive que des SIE acceptent quand même, surtout peut-être au regard du contexte cette année où justement on est pile l'année où les changements vont se matérialiser, on peut raisonnablement penser que des lois a été moins bien informé. Donc ça peut quand même valoir le coup de tenter. Si par hasard votre SIE refuse, bah, dans ce cas-là, pensez au moins à lever l'option là d'ici la fin de mai 2026. Comme ça, même si c'est perdu pour les revenus 2025, au moins vos revenus 2026 et ceux des années suivantes relèveront du régime réel. Je précise également qu'il n'y a pas d'engagement pour le régime réel. C'est une option qui est valable un an, reconductible tacitement. Donc à partir du moment où vous levez l'option pour le régime réel, vous n'avez plus rien à faire, vous restez au réel tant que vous ne manifestez pas votre volonté de retourner au régime microbique. Pour autant, vous avez le droit de retourner au régime microbique quand vous le souhaitez. Donc vous pouvez très bien, vous n'êtes pas engagé, donc n'ayez pas peur à ce niveau-là. C'est un an reconductible tacitement. C'est très rare qu'on revienne au microbique une fois qu'on était au réel, mais ça peut arriver et sachez que c'est évidemment tout à fait possible. Donc n'ayez pas d'inquiétude à ce niveau-là. Puisqu'on parle du régime réel, je vous en dis un petit mot très bref. Encore une fois, il y a un webinaire qui va vraiment être consacré à toutes les questions fiscales, dans lequel je reviendrai évidemment sur les questions de microbiquet réel et dans lequel on parlera ensuite cotisation sociale, taxation, toutes les taxes qu'on rencontre en location de courte durée, paiement des cotisations sociales, prélèvements sociaux. Donc évidemment, si vous assistez au webinaire dans 10 jours, vous aurez un petit bis repetita sur ces questions fiscales de manière un peu plus détaillée, mais vous aurez également tous les aspects taxes et charges sociales. Donc juste pour le régime réel, si vous ne le connaissez pas, tout simplement, le régime réel, c'est eh bien, un petit peu l'inverse du microbique. Le régime microbique, finalement, vous vous mettez d'accord avec l'administration fiscale, vous déclarez vos recettes, l'administration fiscale applique un abattement qui est censé tenir compte de toutes vos dépenses et calcule votre imposition sur ce qui reste. Le régime réel, il n'y a pas d'abattement forfaitaire, c'est à vous de déduire, eh bien, sur la base de vos recettes de l'année, vous déduisez toutes les dépenses liées à votre activité. Toutes les dépenses, c'est très très long. Il y a certaines taxes, taxes foncières, cotisations foncières des entreprises, évidemment, qui sont déductibles. Factures d'entretien et de réparation, on sait que peut y en avoir un certain nombre, hein, notamment quand on fait de la courte durée. Généralement, il y a un petit peu plus besoin, au vu du turnover des locataires, eh bien, de devoir faire des réparations ou autres. Évidemment, tout ce qui va être abonnement, consommation divers, assurance, frais de gestion de comptabilité, ménage, gardiennage, conciergerie, ainsi de suite. Les intérêts d'emprunt, s'il y a encore un emprunt sur le bien, évidemment, ils sont déductibles. Frais d'acquisition, là, c'est plus si vous investissez. Là, c'est si vous avez un futur projet d'investissement, il faudra bien penser, si vraiment c'est un bien qui va être destiné uniquement à la courte durée, eh bien, vos frais d'acquisition pourront être déductibles. Ça fait donc évidemment une masse de déduction qui va venir réduire votre montant imposable, pardon, et à laquelle, et je vois que l'heure tourne, donc je vais aller plus vite, eh bien, on ajoute les amortissements. Encore une fois, je vais plus vite aussi parce qu'on va faire un autre webinaire sur le sujet où je pourrais en parler vraiment beaucoup plus longuement. L'amortissement, c'est pas très compliqué. Ça vise à tenir compte de l'usure naturelle en fait de votre bien ou de ce qu'il compose. L'amortissement, en fait, il se calcule sur la base de la valeur de différents composants. Donc, ça peut être les meubles, les travaux ou au niveau du logement, en fait, il va y avoir différents composants comme la toiture, l'électricité, l'étanchéité. La valeur de ces composants, bon, bah, ou bien c'est leur valeur, comment dire, classique, hein, pour le mobilier, on additionne la valeur du mobilier, on l'obtient. Pour les composants du logement, c'est tout simplement une fraction de la valeur du logement. Donc ça va, par exemple, on va dire, c'est la toiture, elle représente, je sais pas, 10% de la valeur du logement. Alors, il y a différents sur la situation, il y a différents tableaux, évidemment. Et ensuite, eh bien, on prend la valeur amortissable, on la divise par le nombre d'années d'amortissement et ça vous dit ce que vous pouvez déduire chaque année au titre de l'amortissement. Typiquement, le mobilier, ben, voici, il y a 5 000 euros de mobilier dans le bien. Le mobilier s'amortit sur 5 ans. 5 000 divisé par 5, ça fait 1 000. Chaque année pendant 5 ans, vous pouvez déduire 1 000 euros au titre de l'amortissement de mobilier. Même principe pour tout le reste. Évidemment, ça vous demande un peu plus d'obligations, puisque vous déduisez vous-même, donc il faut être en mesure de prouver ce que vous déduisez et ce que vous amortissez à l'administration fiscale. Donc ça va vous demander de tenir une comptabilité. Au régime microbique, il n'y en a pas vraiment. Là, ça va vous demander donc d'établir un bilan, compte de résultats, tableau d'immobilisation d'amortissement, fichier des écritures comptables. Et du point de vue déclaratif, ça va vous rajouter une étape supplémentaire,
à savoir le fait de générer, de télétransmettre en fait une liasse fiscale en amont de votre déclaration fiscale. Puisque quand vous êtes au microbic, vous attendez la période de déclaration des revenus personnels, vous êtes dans le formulaire de 2042 CPRO et vous déclarez vos recettes. Au régime réel, il faut en amont faire sa liasse fiscale et ensuite, en fait, vous reportez le résultat qui est sur votre liasse fiscale sur votre déclaration de revenus personnels. Donc, c'est une étape supplémentaire. C'est souvent un peu ce qui peut faire craindre le régime réel. On se dit, bon, je vais avoir plus d'obligations. Certes, le jeu d'un point de vue optimisation fiscale en vaut très souvent la chandelle, même si c'est important de le vérifier avant. Il ne faut pas aller tête baissée vers le régime réel, notamment en utilisant ce simulateur, comme je vous le disais, mais également parce qu'il y a des solutions qui existent, hein, typiquement celle de JD2M, évidemment. Et c'est un peu notre raison d'être, c'est que finalement d'accompagner les loueurs pour que vous puissiez garder le bon côté, à savoir l'aspect d'optimisation fiscale, et qu'on soit là évidemment pour vous aider sur toutes les questions et bien, de gestion, de calendrier, en vous aidant avec un logiciel spécialisé, des comptables, qui seront justement là pour vous aider, pour faire en sorte que toutes ces déclarations, toutes ces obligations qui peuvent vous paraître un peu compliquées au premier abord, vous puissiez très facilement vous en sortir et que ça ne vous prenne pas trop bien, de temps passé à vous interroger, à chercher des informations. On sera là justement pour vous livrer finalement des solutions clés en main pour le faire. Je vais passer rapidement sur les exemples aussi. Je vais en prendre qu'un seul, peut-être plutôt le deuxième qui est encore plus intéressant. Voilà, Baptiste, En on va essayer de conclure rapidement parce que je vois qu'il est 11h33, on a déjà dépassé le temps. Ouais, Il y a quelques questions. Moi, je vous propose quand même qu'on très prenne bien. 5 Bon, minutes. eh bien, dans ce cas-là, on garde les exemples pour le webinaire dans une dizaine de D'accord, jours. d'accord, Mais on fait ça. Euh, parfait. et Donc, puis, la question sur JD2M aussi. si tu veux bien, Frédéric, je fais juste ces deux dernières slides de Ouais, conclusion et ensuite on prend les dernières questions et c'est bon. on fait ça, très bien. Je ne peux pas m'empêcher, avant de conclure, de terminer par un petit rappel sur l'immatriculation. N'oubliez pas que si vous avez une activité de location meublée, l'immatriculation est obligatoire, même si c'est de la location dans votre résidence principale quelques week-ends par an. C'est une procédure gratuite qui est très simple à faire. Si vous avez peur de mal faire ou si vous avez des questions par rapport à ça, pareil, allez sur le site de JD2M. On a un guide gratuit qui reprend vraiment toutes les pages pas à pas. Donc faites-le pour vous aider. Il n'y a pas de sanction à craindre, mais il peut y avoir des manques à gagner d'un point de vue fiscal, notamment si vous passez au réel ou si vous envisagez d'être au réel. Donc pensez bien vous immatriculer, c'est important. Et pareil, on a tous les supports pour vous aider à le faire dans les bonnes conditions. Dernière chose, si vous souhaitez passer au régime réel, on a évidemment plusieurs offres pour vous accompagner, donc qui sont vraiment de l'accompagnement spécifique pour la déclaration au régime réel. On a trois offres. L'offre essentielle, vous avez accès à un logiciel en ligne qui va vous aider en fait, qui va vous guider pas à pas pour réaliser votre déclaration fiscale. Vous saisissez vos dépenses et vos recettes à votre rythme. Ensuite, c'est le logiciel qui va automatiquement, en un clic, générer et télétransmettre votre liasse fiscale. Évidemment, si vous avez des questions, vous aurez des conseillers dédiés qui seront là pour vous aider. Si voilà, il y a des problèmes sur le fonctionnement du logiciel, si vous vous demandez ce que vous devez reporter dans telle ou telle case, ils seront là évidemment pour vous aider. L'offre intégrale, pareil, donc vous aurez accès à un espace spécialisé pour saisir vos dépenses et vos recettes. Par contre, ce sera un comptable dédié et spécialiste de la location meublée qui va établir votre liasse fiscale, qui sera ensuite certifié par un expert comptable. La troisième, qui est une offre un peu plus nouvelle, c'est l'offre Prestige. Ce sera tous les avantages de l'offre intégrale, mais on sera également là pour vous aider sur des formalités déclaratives, typiquement l'immatriculation auprès de l'INPI si vous ne l'avez pas faite, et les démarches annexes comme celle du dégrèvement de CFE. Pareil, je pourrais en parler un petit peu plus de ce fameux dégrèvement de CFE dans le prochain webinaire. Dernière chose, sachez que si vous choisissez de nous rejoindre, on a actuellement un code promotionnel, donc que vous voyez en bas de la slide, qui vous permet d'obtenir 15% de réduction sur le montant de nos offres. Donc c'est LOCCD15, tout en majuscule, et vous pourrez le renseigner directement sur le site si vous souscrivez vous-même ou le communiquer à un conseiller si vous échangez avec un de nos conseillers par mail avant de nous rejoindre. Navré donc pour cette conclusion un petit peu rapide, et de toute façon, on pourra en reparler un Juste, petit peu plus en détail d'ici une bonne dizaine de jours. c'est ça. Alors là, on va encore traiter quelques questions. Si tu as le contact de JD2M, n'hésite pas à le partager. Alors de toute façon, vous le savez, le webinaire est enregistré, vous aurez un replay. Dans le commentaire d'ailleurs de la vidéo sur YouTube, il y aura aussi le contact de JD2M. Sur leur site, vous avez le fameux, j'ai oublié le nom, pour faire un auto-diagnostic, pour pouvoir comparer pour votre cas précisément les avantages et inconvénients du régime réel au micro. Alors, je vais remettre tous les liens. En plus, je te laisse continuer à parler, je vais mettre les liens dans la discussion en même temps. D'accord.
Alors, sur les questions, donc le régime réel d'ailleurs, il y a une question de Bernard, est-ce qu'on a l'obligation d'un bilan comptable et est-ce qu'il faut passer par un comptable qui valide? Alors, on a l'obligation de tenir une comptabilité, donc d'avoir un bilan comptable. Il n'y a pas d'obligation légale de recourir à un comptable ou un expert comptable. On a le droit de le faire soi-même, avec les risques que ça peut impliquer si on n'est pas très familier du fait, on peut oublier des choses. Souvent, le principal, il y a deux risques quand on passe pas par un spécialiste ou si on n'est pas un petit peu rodé soi-même. C'est ou bien en fait, de commettre une erreur déclarative et d'avoir un redressement derrière, ou bien, en fait, c'est plutôt un risque du côté du manque à gagner, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne saurez pas exactement tout ce que vous pouvez déduire et en fait, vous allez déduire moins que ce que vous pourriez faire s'il n'y avait pas quelqu'un pour vous dire, ah, mais ça aussi, vous pouvez le déduire, ça aussi, vous pouvez le déduire. Après, encore une fois, y a pas, vous n'êtes pas légalement obligé de passer par un comptable, vous avez le droit de le faire vous-même, évidemment. Alors, à propos de ce qu'on peut déduire, justement, une question de Anne, des frais de ravalement de 2023 qu'elle n'a pas déduit en 2024, hein, est-ce que sur sa déclaration 2027 pour les revenus 2026, ça peut encore passer? Alors, 2023 sur 2027 pour 2026. Euh, Dans certains cas, il est possible. Alors techniquement, ça va beaucoup dépendre. En fait, il y a d'autres données qu'il faut prendre en compte. À quelle date, par exemple, notamment, est-ce que si c'est mal informé, ça veut dire je me suis pas immatriculé? Est-ce que j'avais pas le bon régime? Ça va beaucoup dépendre. Anne, je vous incite vraiment là-dessus à nous écrire un mail dans lequel vous précisez vraiment est-ce que vous avez fait votre immatriculation? Si oui, quand? De quel régime vous avez relevé, pendant combien de temps, donc quand est-ce que vous avez commencé, est-ce que vous étiez au micro jusqu'à présent, sur la base en fait de ces informations-là, selon quand vous avez fait l'immatriculation, selon le régime, éventuellement dans certains cas, il est possible de revenir en arrière, mais pas systématiquement. Et là, ça demande un petit peu plus d'informations pour vous répondre. Donc je vous invite vraiment ou à nous appeler directement et en discuter avec un conseiller, ou de nous faire un mail un peu détaillé. Je vous rassure, si par hasard il n'y a pas toutes les informations, nos conseillers vous redemanderont ce dont ils ont besoin pour vous répondre. C'est possible, mais je ne peux pas vous l'assurer. Ça va beaucoup dépendre d'autres facteurs. Alors, une Alors, question de Marie-Odile. Une chambre d'hôte gérée en micro-entreprise ne déclarait pas de TVA jusqu'à 77 000 euros. Il déclarait des ventes de marchandises. Et en 2026, est-ce qu'elle doit déclarer en prestation de service? Et là, la TVA, donc, normalement, a déclaré, je lis sa question, au-delà d'un CA de 37 000 euros, est-ce qu'on doit en tenir compte quand on est une chambre d'hôte? j'ai la question là, donc chambre d'hôte en micro-entreprise, déclare pas TVA. En prestation de service, la TVA non déclarée. Est-ce qu'on doit en tenir compte quand on est chambre d'hôte 2026, prestation de service. Alors, la TVA normalement déclarée au-delà de 37 000, je crois que c'est 37 500, il me semble. Est-ce qu'on doit en tenir compte quand on est une chambre d'hôte? Alors, c'est pas forcément. En fait, la chambre d'hôte, il me semble que au niveau de la TVA en chambre d'hôte, je ne sais plus de quel plafond. J'ai un doute sur si elle relève du plafond de 37 500 ou si elle est alignée sur le plafond des prestations par hôtelière en location meublée. Mais effectivement, en principe, dans la prestation de service en chambre d'hôte, il va falloir déclarer si on est au-dessus du seuil de franchise. Mais j'ai un petit doute sur si la chambre d'hôte relève du seuil de franchise de 37 500 ou si cette année, parce que ça n'a toujours pas changé pour la location meublée, on peut, on relève du seuil de franchise de 85 000. Bon, visiblement, je vois qu'on réagit en disant 37 500 franchises, donc dans ce cas-là, effectivement, ouais. Avec TVA à 10%, effectivement, pour la chambre d'hôte. Sauf, je crois, sur nourriture et boissons. Sur les boissons, il me semble qu'il y en a qui sont proposés. Bon, ça demande des agréments supplémentaires. Et je crois que dans ce cas-là, on passe à 20. Mais effectivement, sinon, 10% de TVA. Alors, j'ai déjà mis donc le lien vers le site classique, vraiment la page d'accueil du site, vers le simulateur. Je vais peut-être rajouter le lien vers simplement l'onglet de prise de rendez-vous, puisque comme je vous le disais, vous pouvez nous contacter directement. Vous pouvez également prendre rendez-vous. Ça peut être aussi très pertinent, notamment si vous voulez être sûr
voilà, de discuter avec un de nos conseillers Alors, je précise quand qu'on ça vous arrange. on a plusieurs webinaires sur lesquels Baptiste intervient avec beaucoup d'expertise. Il le fait gratuitement, c'est gratuit pour vous. Il y a un intérêt, bien sûr, c'est que du coup, forcément, on parle de JD2M, d'où les liens. Il y aura d'autres webinaires qui vont être sur d'autres sujets, rien à voir avec le juridique, etc. Mais on est toujours dans le même principe. Quel que soit l'intervenant, le principe, c'est que vous pouvez bénéficier d'une mini-formation gratuite. Et puis ensuite, l'intervenant propose soit que vous vous abonniez à sa chaîne YouTube, soit de regarder sur son site les services qu'il propose. C'est un petit peu la façon qu'on a de procéder. Je regarde les questions. Alors peut-être une ou deux dernières questions. Oui, j'en vois encore une ici de Michel, qui est résidence secondaire. Est-ce qu'il doit payer la taxe d'habitation alors que le logement n'est occupé par lui-même que 3 mois par an et ouvert donc à la location 9 mois sur 12? Y a-t-il des règles permettant de réduire la taxe d'habitation? Non, à partir du moment où vous l'occupez, ça, donc on en parlera vraiment en détail dans le prochain, dans le prochain webinaire, notamment la question de la taxe d'habitation. À partir du moment où il y a de l'occupation personnelle, en fait, la taxe d'habitation, c'est une taxe qui est louée à la faculté de jouir du bien, peu importe le temps dont vous en profitez. À partir du moment où il y a de l'occupation personnelle, on doit payer la taxe d'habitation. Ok. Exactement, je vois que Céline disait ça, oui, Voilà, on garde l'usage. Tout à fait. merci pour votre participation. Je vois pas d'autres questions. En tout cas, oui, merci à tous pour votre participation très active à ce webinaire. Merci à toi, Baptiste. C'était très intéressant. On se retrouve donc le 17 mars, hein. Je vous ai mis le lien à la fois pour voir le replay et pour vous inscrire pour les prochains webinaires. Tout se passe sur la même page sur le site de Haddock maintenant.